Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir. Pour l'instant, on le fait intuitivement. Le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution. On voit bien que nous ne sommes pas arrivés au point de pouvoir regarder cette marche vers le paradis, en somme, de façon objective. Mais tous les indices sont là, d'après moi, d'après ma réflexion. Et c'est ce que j'essaie de démontrer de façon rationnelle. Hein. C'est pas une intuition comme ça ou voilà. Et c'est pas un souhait. C'est une réflexion vraiment profonde sur l'évolution de l'humanité. Nous étions des primates naturels. Nous sommes des hommes constructeurs. On est tous les hommes, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on peut se considérer comme des hommes constructeurs de paradis. Et on va donc vers ce point oméga, on pourrait dire, le paradis, hein, la réalisation du bonheur absolu, de la paix universelle, de l'universalité, la fin des frontières, la fin de l'homme-loup pour l'homme, donc un homme entièrement pacifié, voilà. Et l'accession au bonheur et à l'extase, parce que à l'extase, à l'éveil, peu importe comment on appelle cet état de conscience supérieur, extase, éveil, nirvana, ataraxie, peu importe, souverain bien, etc. Et ça a déjà été entrevu par les grandes religions, etc., cette évolution vers l'apocalypse ou l'âge d'or, ou peu importe, mais l'intuition a déjà été comprise, et puis même par une partie des philosophes au XIXe siècle, se sont intéressés à cette évolution. Voilà, Auguste Comte, ça me revient pas. Bon, bref. Donc, voilà. Alors ça, c'est pour la base. Pour évoluer dans cette théorie, pour la préciser un peu, et pour en même temps rendre un peu cette réflexion un peu plus intéressante, parce que elle est quand même intuitive. J'ai pas les connaissances, mes connaissances en philosophie sont extrêmement réduites, en théologie aussi, etc. Et donc, je m'appuie parfois sur soit des bouquins, soit des audios. Et c'est souvent des émissions de France Culture, des émissions philosophiques. Et bien là, c'est Les Chemins de la Philosophie, une émission de 2016 dont le thème était la pensée avant Socrate, les présocratiques. Et je suis arrivé à l'épisode 3 sur 4, Héraclite. Et donc, c'est la 3e vidéo sur Héraclite. Alors, je découvre en même temps, et puis je mets mon petit grain de sel là-dessus et j'essaye de préciser ma théorie. C'est surtout un alibi pour préciser ma théorie. Et puis, en même temps, on apprend des choses grâce à ces professeurs qui sont invités. Là, c'est Hans Wiesmann, philologue et philosophe. Et c'est vraiment génial parce c'est des pédagogues, c'est vraiment bien. Alors, on y va. Dans l'eau du temps qui coule à petit bruit. À l'EHESS du programme d'enseignement et de recherche sur l'épistémologie des sciences humaines et qui a publié avec Jean Bollac un livre intitulé Héraclite ou la séparation aux éditions Minuit. Sans heure et sans visage,
J'aurais vécu à profonde saveur, cherchant un peu de terre sous mes pieds. J'aurais vécu à profonde gorgée. J'aurais vécu à profonde gorgée. Désolé. C'est agréable, hein, c'est Jeanne Moreau. Mais et tout le vin qui coule dans le temps. Et tout le vin qui coule dans le temps. Si vous prenez vos distances, Heinz Wiesmann, avec une interprétation ontologique des textes d'Héraclite, comment est-ce que vous interprétez ce fameux, célèbre fragment « On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve », si ce n'est comme le constat d'un devenir qui sans cesse nous échappe? Non, c'est le contraire. Sans la pression des deux rives, il n'y aurait pas de fleuve qui coule. C'est-à-dire, c'est l'opposition des rives qui fait qu'il y a une dynamique. On a la même chose avec l'arc qui est... Alors, c'est peut-être juste une constatation. Évidemment, Héraclite montre qu'il n'y a pas de permanence, qu'on n'est pas bloqué dans un présent absolu. Donc, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est le temps. C'est les choses c'est l'espace, le temps qui se modifie. Et c'est ce qui fait qu'on peut construire l'humanité, parce qu'on n'est pas figé dans le présent absolu. Dans le présent absolu, c'est l'accession, justement, c'est ce qu'on construit pour nos futurs descendants. Cet état de conscience totale, de contemplation, d'extase, d'éveil, peu importe comment on appelle cet état. Là, c'est un peu comme si on rentrait dans le fleuve, mais qu'on était posé, que notre esprit ne s'intéresse pas à où va le fleuve, d'où il vient, etc. On est posé, on est juste dans la sensation de l'eau qui est là, etc. Et donc, on est dans un présent absolu, tout le temps, permanent. Et ça, c'est ce que nous construisons pour nos futurs descendants. Mais pour ça, il faut qu'on ait fini de construire l'humanité, pour que ces descendants, nos futurs descendants, puissent jouir de la contemplation de l'instant présent total, d'être posé dans un présent absolu, sans référence au futur, sans référence au passé, pouvoir vivre cet instant présent absolu. Alors, structurellement, pareil, s'il n'y avait pas la corde qui recourbe les deux bouts du bois, il n'y aurait pas l'énergie qui lance la flèche. Ce que Héraclite veut dire, c'est que ce qui nous apparaît comme la succession d'instants du devenir est le résultat d'une pression immobile de contraire. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'imaginer... Alors, je prends encore la parole. Pression immobile des contraires. Et ça, c'est la définition pour moi, du plus, du moins, de ce qui va faire que il y a une énergie, il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Le monde est bâti sur le fait que il y a ces deux forces qui sont là, qui sont présentes. Mais à son origine, c'est le divin. C'est d'imaginer que les contraires basculent l'un dans l'autre et deviennent le devenir. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on entendait dans la pièce de théâtre qui a précédé la chanson. C'était un extrait de la pièce de Lucien de Samosate, d'ailleurs, qui mettait en scène Démocrite, l'homme qui rit, et Héraclite, l'homme qui pleure. Ce qui est d'ailleurs contestable. Quand on vous entend, on voit bien que finalement Héraclite aurait pu être l'homme qui rit. Voilà. Et qui donc faisait dire à Héraclite, mais oui, tous les contraires se valent, tout revient au même, et c'est une espèce de ronde dans le jeu de l'éternité. Voilà. Ça, c'est un contresens, selon vous. Contresens. Parce que imaginez maintenant que les deux rives s'écartent. C'est-à-dire, il n'y a plus l'opposition. Le fleuve devient une flaque. Alors, imaginez un arc
qui ne serait pas tendu, dont les deux bouts ne seraient pas retenus par la corde, on peut toujours essayer de lancer une flèche avec cela. L'idée d'Héraclite, c'est que toute la dynamique du changement que nous observons est en réalité le résultat d'une tension immobile des contraires. D'où l'idée, le chemin vers le haut, le chemin vers le bas, c'est le même. C'est-à-dire, moi, je peux toujours cheminer, mais quand je vais vers le haut, je produis du vers le bas. Tous les fragments qu'on a servent à dire que les contraires s'installent d'une manière, je dirais, universelle, comme une forme de chiffre qui nous présente la façon dont nous avons accès, ou plutôt pas vraiment accès au réel. Le fragment le plus drôle, c'est le soleil est de la grandeur de mon pied. Comment peut-on dire que c'est de la philosophie pessimiste ou que sais-je? Non, Héraclite a quitté la ville. Il était d'extraction noble, il aurait pu avoir une carrière politique. Il est parti s'installer au temple d'Artémis, en dehors de la ville, pour bien montrer que la séparation était le seul geste qui permettait à quelqu'un qui voulait le suivre de l'atteindre, puisqu'il se séparait. Et c'est un peu la vie, c'est le principe de la vie. Il faut rompre avec quelque chose pour vivre son existence. La plupart du temps, on est balisé, on est dans une sorte de grand fleuve, et il va falloir faire un effort, rompre avec ce mécanisme pour pouvoir choisir et prendre une voie qui nous est propre et qui est la nôtre. Il se séparait lui-même de la ville, comme dans le langage, il sépare ce que le langage semble dire de ce qu'il dit en réalité. Eh bien, pourquoi cette histoire du pied et la grandeur du soleil? Eh bien, dans toute proposition spéculative, la grandeur du soleil n'est pas celle qu'on voit, mais celle que spéculativement, c'est 3 fois ce qu'on voit, ou 100 fois ce qu'on voit, etc. Et Héraclite se couche, parce qu'on dit toujours qu'il est couché, même sur du fumier. Il lève son pied et il montre à ses acolytes que son pied lui cache le soleil. Donc, quelle est la valeur d'une affirmation spéculative selon laquelle le soleil est autre que celle qu'on le voit? Eh bien, le soleil a exactement la taille de ce qui fait qu'on ne le voit pas. Et le pied, en le cachant, c'est évidemment de la dérision. Et là, on se retrouve avec la science va parler de ça, va se poser ce type de questions. Est-ce que si un arbre tombe dans la forêt amazonienne sans que personne le voie, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un regardeur? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un observateur pour que les choses existent? C'est un problème qu'on retrouve dans la science, il me semble. De la dérision. Et on est de nouveau très très loin d'Héraclite qui pleure. C'est quelqu'un qui, moi je dis plutôt que c'est du sarcasme. Il montre que toutes les spéculations sur la taille du soleil mettent en œuvre en réalité un geste structurant qui est le geste de la négation. Au fond, c'est une conception du langage qui est celle des sophistes, qui pensent que le langage ne peut jamais atteindre la réalité. Mais les sophistes sont les héritiers, mais ils se réclament d'Héraclite. Pourquoi on donne à Héraclite quelque chose qui le couperait entièrement des sophistes, qui eux disaient qu'il ne faisait que continuer Héraclite comme Démocrite, l'atomiste, avec donc cette idée d'un nombre illimité d'atomes dans un vide infini, où on a de nouveau l'opposition entre le plein et le vide qui joue comme l'opposition héraclitéenne. Démocrite, c'est Héraclite redivivus, c'est la fameuse phrase « les cochons s'amusent sur le fumier ». Alors, il faut entendre, mais les cochons s'amusent sur le fumier. Le simple déplacement fait que ça n'a pas le sens qu'on prête à la phrase. Quand on dit à son fils qui se barbouille en mangeant, mais c'est les cochons qui s'amusent sur le... Et le fils pourrait répliquer, mais c'est les cochons s'amusent sur le... Et pour souligner ce déplacement... Ça dépend où on place la virgule. Comment... Donc, en fait, il signale que le langage... ou même l'intonation de voix, le langage est trompeur. Et en réalité, le langage, il est trompeur, évidemment. C'est pourquoi la seule vérité absolue,
elle est dans le silence. C'est le silence, c'est-à-dire que c'est la sensation. C'est le corps qui peut atteindre la vérité absolue. Mais l'esprit ne peut pas l'atteindre. On atteint des vérités construites, des vérités qu'on peut... voilà, les vérités qui nous servent à construire le paradis, donc qui nous servent à construire la perfection, qui servent à construire l'humanité, à progresser, à faire des progrès, à apporter des choses qui s'empilent les unes derrière les autres et qui conduisent l'humanité vers une destination particulière. Et ce sont que des vérités construites. La vérité fondamentale, elle est vécue intimement. C'est le corps qui vit la vérité. C'est-à-dire que je peux parler d'amour, par exemple, je peux expliquer ce que je suis amoureux, etc., que je ressens tout un tas de choses, mais ça n'équivaudra jamais la sensation que j'ai silencieusement quand je suis amoureux, quand je pense à l'autre, quand j'ai du désir pour quelqu'un, ou quoi que ce soit. Cette sensation qui est là, on peut évidemment l'écrire, on peut la colorier, on peut en faire ce qu'on veut, mais ça n'équivaut pas la sensation. Ça ne sera jamais ça. La vérité, c'est la sensation. Le reste, c'est la démonstration de la chose. Et c'est pourquoi, je reprends toujours cette image, mais quand Magritte dessine une pipe et dit « ceci n'est pas une pipe », en dessous, il écrit « ceci n'est pas une pipe », il a raison, bien sûr, ça n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe, c'est pas une pipe, c'est autre chose. Voilà. Et même une pipe, c'est une pipe pour nous, c'est pas une pipe pour un primate naturel, il va pas dire c'est une pipe, voilà, pour lui, ça sera un objet, ça sera quelque chose qui va lui procurer quelque chose, une interrogation, voilà, peu importe. Mais c'est pour l'écoute. Eh bien, Démocrite reprend le même fragment. On l'a chez Démocrite, il remplace le mot « il s'amuse » par un verbe qui veut dire « ils font le fou ». Ils font les fous, c'est-à-dire pour accentuer encore l'amusement. Et du coup, quand on lit la phrase de Démocrite, on entend les porcs s'amusent vraiment sur le fût, parce qu'ils font les fous. C'est ce petit jeu à l'intérieur de la production langagière qui fait que c'est, d'une certaine manière, pas très éloigné de ce que la psychanalyse met à jour. Et d'ailleurs, la récurrence de l'opposition entre la veille et le sommeil va dans votre sens. Exactement. L'homme éveillé n'est pas celui qui veille. Hein, exactement. Et donc, que fait la psychanalyse quand elle analyse un lapsus, quand il y a une écoute à côté? Et alors, plutôt que de prêter attention à ce que le type veut dire, on se demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire effectivement? Et bien sûr, on se rend compte à quel point le langage est trompeur. On peut vraiment... la différence entre la gestuelle, ce que montre un corps par rapport à ce que les paroles disent, on voit des différences. Donc tout ça, évidemment, la psychanalyse, elle analyse des mots qui sont exprimés, mais il y a tout un tas de choses derrière et on sait maintenant que le langage, c'est qu'une petite partie de ce qu'on comprend dans une relation. Il y a tout un tas de choses qui est de l'ordre de l'inapparent et qu'on capte tout de suite dans une relation entre êtres humains, quoi. Effectivement. Et ce qu'il dit effectivement, très souvent, lui échappe. C'est là où on voit qu'il n'est pas du tout dans une forme de relativisme, comme pourrait le laisser entendre l'opposition des contraires qu'on met à plat. On est peut-être plutôt dans un scepticisme, au contraire, c'est-à-dire la lucidité quant à l'impossibilité de connaître les choses telles qu'elles sont, ce qui n'implique pas le refus de toute forme de parole, au contraire. Mais je pense qu'il n'est même pas au niveau du scepticisme, il est plus loin. Il est dans la contestation de la possibilité par la parole
d'exprimer la vérité. Voilà, il le conteste directement. Donc, je pense que pour lui, le silence est la clé. Et pourquoi on dit le silence est d'or, la parole est d'argent? Pour quelle raison? Et l'or, on sait que ça vaut plus que l'argent aujourd'hui. Oh, le contraire. Sur le marché. Et pourquoi il prononce toutes ces phrases s'il ne s'attend pas à ce que quelqu'un, quand même, puisse le rejoindre? Seulement, pour le rejoindre, il faut se séparer du mainstream, il faut se séparer de l'opinion commune, il faut quitter la cité. Et c'est pour ça qu'on a des textes où il dit les Éphésiens, il vaudrait mieux les pendre tous. Pourquoi? Parce qu'ils vivent. En fait, les pendre tous. Parce qu'ils vivent en communauté avec l'opinion publique, comme on dit. Voilà, donc il vaudrait mieux les pendre tous, mais là, évidemment, c'est une critique, mais en fait, ça veut dire que le groupe fait qu'on ne peut pas s'échapper de la pensée ordinaire et de, justement, l'illusion. Alors, encore une fois, l'illusion, elle est nécessaire pour construire la perfection de l'humanité. Mais il est important aussi de pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose d'autre derrière cette illusion, à mon sens. Mais bon, on peut vivre dans l'illusion, hein. On vit tous la plus grande partie de notre existence dans cette illusion, il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'humanité va devoir sortir de cette illusion progressivement, et c'est ce qu'elle cherche à faire, là, la recherche, elle est à bloc dans la vérité, quoi. On cherche le vrai. Maintenant, on est rentré dans la lumière, dans l'ère de la lumière, sur tous les plans, politiques, sociaux, etc. On veut comprendre et tout s'éclaire et on cherche à tout éclairer et on éclairera de plus en plus. Et donc, on ira forcément à regarder l'illusion qu'est la parole et tout ce que... Comme on dirait aujourd'hui. Héraclite s'inscrit en faux contre l'opinion publique qui est toujours faite de phrases qu'on appelle de nos jours éléments de langage. Eh bien, lui détruit tous les éléments de langage de manière socio-critique ou psychanalytique. On pourrait parfaitement considérer que c'est le même rapport, je dirais, soupçonneux à l'égard des performances que le langage nous permet de mettre en avant. Mais pas que l'opinion publique aussi. Celle-là, il y a une dimension politique, la justice elle-même. Dans sa conception de la justice, oui. Il est complètement pascalien. Pascal Exactement. Qui dit que c'est la force qui fait la justice, qu'au fond, lorsqu'on se rend compte que les lois sont absolument arbitraires, et ben cela n'y change rien, puisque elles sont basées sur la force. Ce qu'il dit de la justice, il n'aurait pas lié le nom de justice si ces choses-là n'étaient pas. C'est une manière de pointer le caractère contingent de la justice et donc des lois humaines. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'énoncé de ce qu'il dit, quand on veut être juste, eh bien, il y a des verdicts. Or, le verdict lui-même, il est déjà dans une sorte de contradiction, mais au niveau de son énoncé, avec lui-même. Et c'est donc une illusion de pouvoir assigner la justice là où on prétend pouvoir se la représenter. C'est-à-dire dans le verdict. La parole enlève de la et on le voit bien, la justice, elle est pas juste, c'est une illusion de justice, mais bon, elle est le plus juste, on essaye de la rendre le plus juste possible, mais on voit à quel point on est loin de la justice. Si on était dans la justice, par exemple, on reconnaîtrait que le code pénal, c'est le travail conjoint entre le transgressant le nombre de transgressants qui ont essayé d'abuser leurs congénères en utilisant des vices de forme ou des lois, des manques juridiques, et le juriste qui va justement poser une loi parce qu'il se rend compte que on peut abuser son congénère en faisant ça, on va poser une loi. Et donc le code pénal, il devient riche par ce travail entre le délinquant, en gros, entre le transgressant et le juriste. Et donc si la justice était juste, elle reconnaîtrait le même travail voilà, elle remercierait les deux, tout en punissant celui qui transgresse parce qu'on a décrété qu'il fallait
punir parce que c'est comme ça que l'humanité peut évoluer vers le bien, vers la perfection. Donc on est obligé de le punir, mais on reconnaîtrait ça. Par exemple, ça c'est pas encore intégré par la société humaine. Ça va le devenir, ça le deviendra, mais pour l'instant c'est l'avant-garde, c'est de la réflexion. Dans le verdict, dans l'énoncé, on pointe une réalité on pourrait dire qu'on hypostasie comme étant la réalité du crime, de la punition, etc. Mais avec une analyse du langage qui est utilisée dans un tribunal, eh bien, on est soudain incité à se demander si ce qu'on prétend être juste et vrai n'est pas tout simplement la partie visible de quelque chose qu'on se cache. Je n'hésite pas à dire qu'il y a une forme de refoulement dans notre pratique du langage. Je vais arrêter là pour cette vidéo, mais c'est inouï le travail qu'a apporté Héraclite à la pensée philosophique, à la pensée à la réflexion philosophique, c'est inouï, parce qu'il faut bien resituer Héraclite 500 ans avant Jésus-Christ. Alors, à cette époque-là, il se passe beaucoup de choses. À cette époque-là, il y a Bouddha qui expérimente, et enfin, cette expérimentation de l'extase, elle était sans doute bien antérieure à tout ça, et sans doute dès les premières réflexions humaines, dès que la conscience s'est formée dans le cerveau humain, et la capacité à réfléchir à ce qu'on vivait, à ce que les premiers humains vivaient, donc il y a des centaines de milliers d'années. L'expérience extatique, elle était déjà là, parce que elle n'est pas liée à l'évolution de l'intelligence. Par exemple, pour avoir fait cette expérience de façon accidentelle, eh bien, elle arrivait accidentellement, elle est certainement arrivée accidentellement à un paquet d'êtres humains il y a des centaines de milliers d'années. Et très certainement que ça a permis de faire évoluer tout un tas de choses derrière. Et à mon sens, la naissance de l'idée du divin, etc., tout ça, ça découle de ces expériences incroyables que procure l'extase. Donc voilà pour cette avant-dernière vidéo. Il en reste un petit bout à faire sur Héraclite. Alors si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, tout ça c'est gratuit, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec d'autres sites, vous pouvez participer à ce travail si vous avez envie de le faire, de faire un peu rayonner je recherche des compétences pour améliorer le site, mécaniqueuniverselle.net, le site YouTube, etc. Voilà. Et puis, eh bien, voilà. Pour l'instant, on en est là. Merci de votre écoute. À très bientôt.